Cette session, proposée par le PCNRC, est dédiée à la préparation des candidats à l'appel Synergie Grants 2026. Après avoir posé le contexte et fourni quelques rappels généraux sur les appels ERC, nous examinerons en détail le processus et les critères d'évaluation, puis nous détaillerons le contenu et le rôle des différentes parties du dossier. Nous vous donnerons enfin quelques chiffres et quelques liens utiles dans le cadre d'une candidature. Commençons par quelques rappels. L'ERC a pour seule mission de soutenir la recherche de plus haut niveau en Europe. Sous le programme cadre Horizon Europe, elle reste positionnée au sein du premier pilier dédié à l'excellence scientifique. Sa part du budget, à savoir environ 17% du budget global, correspond à environ 16 milliards d'euros pour 7 ans. Comme on peut voir sur ces graphes, le budget annuel dédié aux appels ERC continue à progresser jusqu'à la fin du programme Horizon Europe en 2027. Le Royaume-Uni est de retour en tant que pays associé, alors qu'un point important est maintenant le retour de la Suisse. Nous sommes en toute fin des négociations. Ceci permet de financer notamment autour de 120 PI lauréats de projets Synergie chaque année, dont 10% sont des PI en France pour 2024 et avec un taux de succès français désormais presque égal à celui de la moyenne. Quel est l'objectif de ces budgets? Il s'agit de financer des projets de recherche en rupture que l'on peut définir comme étant aux frontières de la connaissance. Le seul critère d'évaluation est l'excellence scientifique, et cette évaluation est effectuée par des pairs qui sont eux-mêmes des scientifiques. Dans le cas des projets ERC Synergie que nous évoquons dans cette session, le projet est porté par un groupe de chercheurs qui constitue la colonne vertébrale du projet. Ce groupe de chercheurs, qualifié de PI ou Principal Investigators, va disposer d'une autonomie financière sur 6 ans pour développer le projet. La notion de portabilité indique par ailleurs que la bourse est rattachée au PI et qu'il peut changer d'institution d'accueil en cours de projet. Il s'agit par ailleurs d'appels blancs, donc ouverts à toutes les disciplines sans aucune contrainte thématique. Cet appel s'adresse à un groupe de 2 à 4 chercheurs, quel que soit le stade de leur carrière, avec un PI référent ou corresponding PI. Un des PI, mais pas le corresponding PI, peut être issu d'un pays tiers, c'est-à-dire hors espace européen de la recherche. On attend un projet de recherche innovant et exploratoire, ce qui est au cœur de l'ERC, et qui ne pourrait être mené par un chercheur seul. Chacun des PI doit aussi démontrer qu'il répond aux critères d'excellence, d'indépendance et de leadership dans son domaine scientifique. Pour l'appel Synergie, le montant de la bourse peut aller jusqu'à 10 millions d'euros pour 6 ans, qui sera proratisé si le projet dure moins longtemps. Et jusqu'à 4 millions d'euros supplémentaires peuvent être demandés pour des raisons bien précises qu'il faut justifier. La description détaillée des appels est disponible dans le programme de travail qui paraissent chaque année. Les appels ERC sont maintenant bien en place avec des grandes lignes que l'on retrouve d'une année sur l'autre. Pour rappel, des changements notables dans la présentation du parcours des candidats ont été désignés dans le programme de travail 2024. Le programme de travail 2025 reprend les grandes lignes du programme précédent. Pour 2026, des changements importants ont été introduits sur la constitution du dossier et les critères d'évaluation. On vous explicitera ces changements pour l'appel Synergie par la suite. Chaque programme de travail détaille notamment le calendrier des appels pour l'année. Pour le programme de travail 2026, l'agence exécutive de l'ERC indique que pour l'appel Synergie 2026, la date limite est fixée au 5 novembre 2025. Un point important est aussi que les candidats à l'ERC, c'est-à-dire les PI, doivent consacrer un minimum de leur temps de travail au projet ERC, qui est d'au moins 30%. Ce temps doit être continu, il ne peut donc y avoir de trou sur la période des 6 ans. Pour les PI rattachés à une institution située en Europe ou dans un pays associé, ils s'engagent à passer au moins 50% de leur temps en Europe pendant les 6 ans que dure le projet. Quelques premiers conseils pour finir ces rappels généraux. Tout d'abord, si l'envie et surtout si l'idée sont là, n'hésitez pas à y aller. Pour que le projet soit pertinent,
il est important de bien comprendre les attendus de l'appel et donc de lire les documents associés, notamment le programme de travail et le guide du candidat. Faites-vous aider, ne vous y prenez pas au dernier moment et à l'inverse, prenez le temps nécessaire pour faire mûrir votre projet, pouvoir le lire à tête reposée et le faire relire par d'autres, notamment d'anciens lauréats qui ont l'expérience et peuvent être de très bons conseils. Sachez écouter mais aussi entendre les critiques et conseils, même s'ils sont contradictoires. Si quelque chose n'est pas clair, c'est sans doute que vous ne l'avez pas assez bien expliqué. Bien sûr, respectez les consignes. Et si votre projet ne passe pas la première fois, dites-vous que vous n'êtes pas le seul, que la compétition est rude et appuyez-vous sur l'expérience et sur vos rapports d'évaluation pour une nouvelle tentative. Nous allons maintenant insister sur les critères et les processus d'évaluation qui vont guider la construction des documents écrits et qu'il est important de bien comprendre pour se donner les plus grandes chances de succès. Le processus de sélection se fait en 4 temps, avec pour commencer la soumission. Celle-ci a lieu à une étape avec dépôt de tous les documents du dossier. Les dossiers éligibles passent ensuite en première étape au cours de laquelle le document scientifique B1 est évalué, ce qui conduit à une première sélection. Les projets retenus dans cette sélection nécessitent un financement 7 fois plus élevé que ce qui avait été initialement prévu. Les projets qui sont retenus passent en seconde étape où l'ensemble du document scientifique est évalué. Les projets retenus à l'issue de cette deuxième étape, ayant besoin de financement 3 fois le budget prévu, sont invités pour une audition devant un panel d'évaluation. Ces 3 phases d'évaluation durent globalement 12 mois et se déroulent de manière bien spécifique, comme nous allons le détailler maintenant. L'évaluation s'appuie sur des panels d'expertise scientifique représentant l'ensemble des disciplines, à savoir Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, and Social Sciences and Humanities. À la différence des panels d'évaluation des appels ERC individuels, la structure des panels d'évaluation synergie n'est pas prédéfinie. L'ensemble des 90 experts scientifiques va être mobilisé pour l'évaluation selon une structure dynamique de panel d'évaluation qui évoluera selon les candidatures reçues. À l'étape 1, l'évaluation de la section B1 ou Part 1 of Scientific Proposal pour 2026 va seulement être évaluée par minimum 3 évaluateurs sélectionnés en fonction des mots-clés de projet. Seuls le panel chair ou vice panel chair se réunissent pour sélectionner des projets passant à l'étape 2 d'évaluation. Le nombre de projets sélectionnés correspond à 7 fois le budget disponible. À l'étape 2, des panels d'évaluation regroupant autour de 17 membres environ sont constitués au regard des candidatures à évaluer. Outre les expertises du panel, les panels peuvent faire appel à des revues externes ou d'experts d'autres panels. Les panels se réunissent pour sélectionner les projets invités à être auditionnés pour l'étape 3. Le nombre de projets sélectionnés correspond à 3 fois le budget disponible. À l'étape 3, de nouveau, des panels d'évaluation sont constitués au regard des candidatures retenues pour cette étape. Nous soulignons à quel point le choix des mots-clés de proposition est important dans le processus d'évaluation. Pour ceux qui ne sont pas lauréats, la note obtenue après évaluation du projet conditionne la possibilité ou non de resoumettre dès l'année suivante. L'idée générale est que les candidats qui ont franchi la seconde étape, quelle que soit leur note, A ou B, peuvent resoumettre dès l'année suivante, ainsi que les candidats notés A non-invited à la première étape. On souligne la nouveauté 2026 pour ceux qui ont obtenu une note B lors de l'étape 1 des Synergies 2025. Eh bien, ces candidats-là ne sont plus éligibles pour l'année suivante. Un point capital est aussi de bien comprendre sur quels critères reposent les évaluations. Ces critères sont connus à l'avance puisque les questions précises auxquelles doivent répondre les évaluateurs sont fournies dans les programmes de travail. L'évaluation porte toujours d'une part sur le projet scientifique et d'autre part le candidat. Concernant le projet scientifique, le guide du candidat Synergie 2026
présente deux catégories de questions selon la phase de l'évaluation. Pour la première étape, qui repose uniquement sur la lecture de la partie B1, l'évaluation se repose sur les caractères novateurs et l'ambition du projet. La notion de la faisabilité disparaît de la partie 1 de la proposition. La notion du high risk, high gain n'est plus affichée en tant que telle depuis le programme de travail 2024. Dans la mesure où un projet ERC est par définition ambitieux, donc potentiellement risqué, la prise de risque doit être réfléchie et contrôlée. Notez tout de même que la notion high risk est revenue pour 2026. Là, on vous présente les questions posées aux évaluateurs lors de la seconde étape de l'évaluation, après lecture de l'ensemble du dossier. Des questions plus techniques y sont ajoutées en lien avec la faisabilité du projet et de la pertinence de la méthodologie proposée par les candidats. Tout doit être décrit dans la partie 2 de la proposition scientifique, ou B2, avec précision et de manière adaptée et justifiée pour répondre aux besoins du projet. Viennent enfin les critères liés aux candidats, à savoir leur capacité à mener en synergie un tel projet, l'adéquation entre leur expertise scientifique et la proposition, ainsi que les premiers éléments montrant la capacité de chaque candidat à développer une pensée créative et innovante commune. Sur la base de ces critères, nous avons listé ici un ensemble de questions qu'il peut être intéressant pour les candidats de se poser pour affiner leur projet. Notamment, quel verrou scientifique mon projet va-t-il lever? En quoi le projet va-t-il au-delà de l'état de l'art? Pourquoi est-ce le bon moment? Ou aussi, en quoi suis-je la meilleure personne pour répondre à l'enjeu? Les réponses à ces questions doivent pouvoir être trouvées aisément dans le projet pour convaincre les évaluateurs. Ayant compris les principes de l'évaluation, nous pouvons maintenant détailler le contenu du dossier et le rôle de chaque partie. Le dossier est constitué de deux types d'éléments, à savoir les documents administratifs ici en vert et les documents scientifiques, les fameuses parties B1 et B2, déjà évoquées plus haut, ici en orange. L'ensemble de la candidature est électronique et se fait sur le Participant Portal. La partie administrative est constituée d'un formulaire à remplir en ligne et d'une partie annexe. Le formulaire en ligne intègre toutes les informations administratives liées au projet et au candidat, mais aussi des éléments additionnels tels que les mots-clés, qu'il faut par ailleurs choisir avec attention car ils servent notamment à identifier les experts. On y trouve aussi le budget qui doit être bien justifié et cohérent avec la proposition scientifique ou encore des aspects liés aux questions éthiques ou de sécurité. La partie annexe est le lieu où déposer les différents justificatifs sous format PDF. Il s'agit notamment de la lettre d'accord de l'institution d'accueil qui doit être signée pour chaque PI. Il faut aussi savoir que les documents en annexe ne sont pas transmis aux évaluateurs. Pour remplir ces parties, faites-vous aider par vos cellules support qui maîtrisent parfaitement ces aspects et contactez-les le plus tôt possible. Un point d'attention sur les questions éthiques. Vous devrez remplir un questionnaire afin d'identifier les éventuelles questions éthiques qui concerneraient votre projet. Dans Horizon Europe, seuls les projets soulevant des questions éthiques sérieuses et ou complexes feront l'objet d'un suivi particulier par l'ERC. Pour les autres projets, le respect des réglementations éthiques européennes et nationales relève de la responsabilité du Principal Investigator et de son institution d'accueil. Les conventions de subvention ne sont signées par l'ERC qu'après visa sur les questions éthiques. Il faut donc vous assurer dès la conception de votre projet que celles-ci pourront être traitées au sein de votre institution. Pour la partie B1, celle prise en compte en première étape de l'évaluation, il faut bien avoir conscience qu'elle sera évaluée par un panel assez large et donc potentiellement non spécialiste de votre thématique. Elle débute par un résumé qui ne doit pas dépasser 2000 caractères, mais qui constitue vraiment la porte d'entrée du projet. Ensuite vient la partie 1 scientifique qui présente le projet de recherche envisagé. Sur 5 pages, elle doit exposer l'état actuel des connaissances, expliquer la question scientifique et les objectifs du projet,
présenter l'approche générale ou la stratégie des recherches pour atteindre les objectifs du projet et pour le projet Synergie, mettre en évidence la valeur ajoutée apportée par la complémentarité entre les PI. La partie B1 doit convaincre le panel d'évaluation que la proposition présente une idée originale et créative, répondant à une question importante dans le domaine des recherches. Elle doit expliquer comment le projet fera progresser la frontière des connaissances et quelle contribution il apportera au domaine des recherches, c'est-à-dire ce qui pourrait être modifié, ouvert, remis en question ou comment les résultats des travaux pourraient transformer la compréhension actuelle du domaine. Enfin, elle est composée de CV et track records en 4 pages par PI. Depuis 2024, celui-ci se veut narratif afin de mettre en avant ses atouts et son expertise en lien avec le projet scientifique. Le résumé, qui ne doit pas dépasser 2000 caractères, peut être identique à celui inséré dans la partie administrative vue précédemment. Il constitue vraiment la porte d'entrée du projet et il est important de bien le travailler pour immédiatement capter l'intérêt du lecteur et lui donner envie de lire la suite. Vous disposez ensuite de 5 pages, anciennement dit Extended Synopsis, mais appelées désormais Part 1 of Scientific Proposal, pour convaincre les membres du panel de l'intérêt et de la pertinence du projet. Un conseil est de dérouler une histoire partant du verrou que vous vous proposez de lever, expliquant quel est l'intérêt, en quoi il est porteur d'avancées scientifiques et comment vous pensez vous y prendre. Il faut justement donner envie au panel de découvrir davantage votre projet lors de l'étape 2. Même si vous pouvez évoquer des éléments sur la faisabilité du projet, cet aspect-là sera évalué lors de l'étape 2 désormais. Appuyez-vous sur vos pairs pour une relecture de cette partie, mais aussi sur des non-spécialistes dont le regard peut être utile pour raffiner des explications et les rendre compréhensibles, même par un large public. Vient ensuite le CV et track record sur 4 pages avec un modèle qui vous est fourni. Quelques conseils de bon sens tout d'abord. Mettez en valeur tous les éléments en votre faveur, évitez le jargon, certains membres de panel peuvent ne pas connaître le système français. Expliquez ou traduisez tout ce qui mérite de l'être. Ce nouveau modèle propose 3 sections. La première section, détails personnels, doit donner un bref aperçu de la carrière du chercheur. La deuxième partie, réalisation scientifique et reconnaissance par les pairs, est aussi la plus importante. Il est attendu que le candidat choisisse 10 résultats de recherche et explique leur importance. Toute reconnaissance des pairs scientifiques a aussi sa place ici. Vient enfin une troisième partie dans laquelle le candidat est invité à donner un contexte à son parcours de carrière. C'est ici, au travers du CV et du track record, que vous êtes évalué en tant que PI et que vous devez démontrer que vous êtes la bonne personne pour mener à bien ce projet. Cette partie doit permettre d'apporter des éléments sur votre parcours et d'insister sur vos points forts. C'est le moment de montrer que vous êtes la bonne personne pour réaliser les projets. Pour commencer, vous pouvez y insérer un court paragraphe sur vous-même, faisant ressortir les points forts de votre parcours et de vos acquis, pour fournir en quelque sorte à l'évaluateur des éléments clés en main en votre faveur qu'il n'aura pas à chercher par lui-même. Finalement, il n'est pas inutile de mettre à jour sa page web personnelle. Les évaluateurs auront peut-être intérêt à aller regarder. La partie Research Achievements est la plus importante de cette section. Elle doit permettre d'apporter des éléments sur votre capacité à mener des recherches en rupture, de mettre en évidence l'originalité et la créativité de vos travaux. Elle contribue aussi à démontrer que vous êtes la bonne personne à mettre en œuvre le projet. Vous devez lister une sélection de vos 10 productions, 10 résultats de recherche, publications ou autres,
qui ne sont plus limités aux 10 dernières années. Chaque résultat de recherche peut être accompagné d'une ligne faisant comprendre au lecteur en quoi ce résultat a fait avancer le domaine et en quoi il démontre la capacité du candidat à mener à bien les projets ERC. Dans la partie Peer Recognition, vous pouvez insister sur vos réalisations, vos responsabilités, vos contributions à la communauté scientifique, ainsi que la reconnaissance qu'elle fait de vos travaux. Pour chaque item, appuyez-vous sur des éléments concrets pour faire comprendre l'importance de ces reconnaissances par rapport à vous-même et au projet. La partie Additional Information a pour objectif de permettre aux évaluateurs de mieux comprendre votre parcours. Expliquez comment vous avez construit votre carrière et l'impact que les événements importants de la vie ont pu avoir dans votre carrière. Restez factuel sur la présentation de l'événement, puis expliquez comment celui-ci a impacté votre parcours de manière concrète. Vous êtes aussi invité à présenter les contributions en dehors de la recherche que vous avez pu apporter à la communauté, avec une brève explication de celle-ci. Ces contributions peuvent être par exemple l'enseignement, l'implication dans l'administration de la recherche, la communication grand public, l'évaluation de la recherche, la participation à des comités et autres. La partie B2, pour sa part, n'intervient qu'à la deuxième étape d'évaluation. Elle ne sera donc lue que pour les projets atteignant ce stade. Sur 10 pages désormais, il s'agit ici de faire une explication détaillée de la mise en œuvre du projet, incluant la méthodologie des recherches, le plan de travail, l'évaluation des risques et de leurs mesures d'atténuation. Dans cette partie 2, pour le projet Synergie, il vous faudra également expliquer et justifier la manière dont la collaboration entre les membres du groupe Synergie permettra de réaliser le travail proposé. Vous devez préciser la contribution de chaque chercheur principal, celle de son équipe, et indiquer les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs annoncés, ainsi que tout autre élément de contexte nécessaire non inclus dans la partie 1. Une annexe doit être jointe, listant toutes les subventions de recherche en cours, ainsi que toutes les demandes de financement soumises ou en attente d'approbation pour les travaux liés à la proposition. Les descriptions méthodologiques doivent être très précises, bien structurées, proposant en quelque sorte une feuille de route clé en main pour 6 ans. Les éléments de faisabilité, les niveaux de risque et la manière de les contourner, ou encore les moyens mis en œuvre, sont à discuter au fur et à mesure, pas à pas, pour consolider l'ensemble de la démonstration. Vous pouvez organiser ces explications comme vous le souhaitez, sans contrainte particulière en termes de rubrique, et en insistant avant tout sur la science que vous allez faire. Des illustrations pertinentes sont toujours bienvenues et vous pouvez aussi insérer des graphes explicatifs, par exemple un diagramme de Gantt, mais uniquement si cela vous semble utile et sans obligation. Hors limite de page et sans limitation, pour chacun des PI, le temps d'implication, les ressources mises en œuvre et le budget selon le tableau à compléter.
La partie B2 contient ensuite un tableau dans lequel vous devez lister vos financements en cours ou demandés. Ce tableau peut illustrer votre dynamisme scientifique en montrant votre rôle moteur dans de nombreux projets, mais soyez quand même vigilant à éviter toute ambiguïté qui pourrait laisser penser que les objectifs du projet ERC sont déjà couverts, ce qui lui ôterait son caractère de rupture. Ces projets peuvent apporter des preuves de concept et ainsi renforcer la faisabilité du projet ERC. Une fois ces documents scientifiques B1 et B2 évalués, le panel dispose de l'ensemble des rapports. Et c'est alors qu'intervient la phase d'audition dont le grand intérêt est de permettre aux candidats de défendre leur projet et au panel de poser des questions pour éclaircir des points qui mériteraient de l'être. Nous ne détaillerons pas ici cette étape, mais proposerons un webinaire ciblé à ce sujet en temps voulu lorsque les candidats concernés seront invités à cet oral. Pour la troisième étape d'évaluation, l'audition, pour ceux qui seront conviés, se déroule dans les locaux de l'ERC à Bruxelles, dont vous pouvez voir ici des images du bâtiment et d'une salle type. Notons que l'ensemble des PI sont présents lors de cette audition. Passons maintenant à quelques chiffres. On peut voir que pour les projets financés de l'appel Synergie 2024, 88% des projets s'inscrivent dans un domaine disciplinaire. 12% des propositions financées ont le potentiel de contribuer à 2 domaines scientifiques. On voit ici le nombre de PI évalués pour l'appel Synergie 2024 par rapport à leur expérience en année après la thèse. On note une majorité de PI ayant un profil advanced, avec seulement autour de 2% de PI lauréats ayant un profil starting et autour de 11% ayant un profil consolidator. Un message fort que l'on essaie de passer à chaque occasion concerne le fait que les chances de réussite augmentent avec une éventuelle resoumission. En effet, ceci est de nouveau démontré par les résultats de l'appel Synergie 2024. Ce qu'on voit, c'est que 48% des PI financés avaient déjà candidaté à l'appel Synergie Grant auparavant et que les anciens candidats à une synergie ont plus de 3 fois plus de chances de réussir que les primo-candidats. Enfin, voici le taux de succès en fonction des pays des institutions hôtes pour l'appel Synergie 2024. La ligne rouge représente le taux de succès de l'appel, soit 10,7%. Notons que pour la France, le taux de succès est égal à peu près au taux de succès européen sur cet appel. Pour finir, quelques liens utiles. Tout d'abord, le site de l'ERC, sur lequel toutes les informations relatives aux appels sont disponibles. Vous pouvez aussi retrouver des témoignages de lauréats, mais aussi des résumés de tous les projets financés, ce qui peut par exemple être utile si vous vous interrogez sur le positionnement de votre projet par rapport au panel. Tous les documents relatifs à l'appel Synergie 2026 sont mis en ligne dès le 10 juillet sur la page dédiée de l'ERC. Sur cette même page, vous pourrez visionner des vidéos de conseils produites par l'ERC. L'autre site de référence pour un candidat est celui du portail du participant, le Funding and Tenders Portal. C'est là que tout se passe, de la candidature à la mise en œuvre en passant par la contractualisation les cas échéants. Nous vous conseillons d'y aller très en amont pour vous familiariser et ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de la date limite de dépôt. Pour conclure, si vous vous posez encore des questions ou vous avez besoin d'informations additionnelles, n'hésitez pas à consulter notre site internet ou à nous contacter via notre adresse générique. Également, tous les mardis de 13h30 à 14h30, nous sommes disponibles pour échanger en visio avec vous et répondre à vos questions. Le lien est disponible sur notre site web, page PCN à votre écoute. Toute l'équipe du PCN-ERC vous souhaite une bonne préparation.